Bonjour à tous et bonsoir Pierre. Bonjour. On est là avec Pierre Aski pour son nouveau livre qui s'appelle La fin d'un monde. Alors déjà un disclaimer, c'est que Pierre et moi on se connaît depuis un petit moment, puisque moi j'avais travaillé pendant 9 ans à Libération, où j'étais responsable des projets informatiques et web du journal. Et donc je suis arrivé là-bas en 97, et puis Pierre était déjà là depuis un bon moment. Moi, j'ai passé 26 ans à Libération, donc Voilà. de 81 à 2007. Voilà, à 2007, donc au service international. Ouais. Et j'ai aussi rendu visite à Pierre en Chine quand il était Correspondant de Libé. voilà, correspondant de Libération. Et puis au niveau média, puisque vous êtes étudiant en journalisme, il y a un fait qui a été étudié par toutes les écoles, c'est le lancement de Rue 89, justement à ta sortie de Libération. Ouais. Où tu avais proposé ce projet en fait d'abord à Libé. Ouais. Et en fait, en 2006, moi je suis rentré de Chine en 2006 et Libération était en pleine crise. Parce que Libé, ce qu'on ne savait pas encore, c'est que Libé était en fait le premier à plonger dans la grande crise de la presse, puisque dans les années suivantes, même Le Monde a été racheté au bord de la faillite. C'est la crise structurelle de la presse impactée par Internet au début des années 2000 avec la perte des ventes, de la publicité, des petites annonces. Donc tout le modèle économique de la presse a souffert dans ces années-là. Et Libération, qui avait une gestion parfois un peu hasardeuse, était le premier qui était, voilà, qui avait pas qui était indépendant, donc pas adossé à un groupe de presse, etc., a été le premier à plonger, ce qu'on ne réalisait pas, parce que Libération a toujours eu des hauts et des bas dans son histoire. Et donc quand Libé a failli fermer, parce qu'en 2006 ça a été vraiment grave, on s'est dit à quelques-uns qui avions une expérience commune de blogueurs. Parce que moi, quand j'étais à Pékin, j'avais ouvert un blog sur le site de Libé. Alors les blogs, ça paraît de l'histoire ancienne aujourd'hui, mais à l'époque, c'était nouveau. Et avec deux ou trois autres journalistes, Pascal Richet et Laurent Mauriac, qui avaient aussi des blogs, qui étaient correspondants aux États-Unis, qui avaient des blogs, et Arnaud Aubron, qui avait son propre blog par ailleurs, on s'était dit que l'avenir était sur Internet. Ça paraît là aussi d'enfoncer une porte ouverte aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas évident. C'était pas évident à l'époque. Et c'était pas évident surtout de penser qu'il pouvait y avoir un modèle économique qu'on pouvait vivre sur Internet, parce qu'il n'y avait pas de source de revenus très évidente. Et on avait conçu ce projet de Rue 89. Donc effectivement, on l'a d'abord proposé en interne et qui a été refusé à la fois par le propriétaire du journal qui disait j'ai dépensé assez d'argent avec vous, ça suffit, et l'équipe qui était encore très papier et qui n'était pas prête à se lancer dans une aventure numérique. Et donc on s'est dit, on fait un pas de côté et on crée ça à l'extérieur. Et donc on est parti, on a profité d'un plan social début 2007 et on a créé ce site qui était le premier, ce qu'on appelle pure player, c'est-à-dire qui n'était pas adossé à un média existant, comme peut l'être le site de Libé, du Monde, etc. Nous, on n'avait aucun grand frère sur lequel s'adosser. Et d'ailleurs, on a découvert à nos dépens, parce qu'on ne le savait même pas, qu'on n'était pas considéré comme une entreprise de presse en France en 2007 si on n'avait pas une édition papier. Et donc notre premier journaliste qui est sorti du CFJ, qui s'appelle Julien Martin, quand il a demandé sa carte de presse, elle lui a été refusée en lui disant tu ne travailles pas pour une entreprise de presse. Ce qui était très paradoxal. Nous, on avait notre carte de presse parce qu'elle datait d'avant, et lui, on l'a lui refusé. Et en 2008, on a réussi, on a fait un gros travail de lobby, je dois dire, pour faire changer la loi et pour créer un statut d'éditeur de presse en ligne. Donc le statut d'éditeur de presse en ligne date de 2008. Et aujourd'hui, il y a des milliers de journalistes qui ont la carte de presse en travaillant sur le numérique. C'est considéré comme une chose tout à fait normale. Mais il y a 20 ans, même pas 20 ans, c'était une révolution de penser qu'on pouvait travailler que sur le numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Pierre, vous avez avec toute l'équipe de Rue 89 défriché. Alors moi, je m'en rappelle très bien parce que
On savait qu'ils allaient lancer quelque chose. Et puis moi j'avais mon blog qui s'appelle toujours Observatoire des médias. Et je me rappelle, par le truchement d'Internet et de WordPress, j'ai eu un Ah oui, scoop un jour. tu avais publié C'est-à-dire qu'ils la faisaient maquette. exactement. C'est-à-dire que leur site était normalement en travaux, mais surtout on ne connaissait pas le nom du site. Ouais. Et pour faire leur pré-maquette, à un moment ils avaient un blog sur leur site avec des liens, les liens de sites qu'ils trouvaient sympathiques, etc. ou dignes d'intérêt. Et là on va. Et puis un jour je vois un ping qui m'arrive par mail. Et je vois rue 89, etc. Puis je vais et je vois qu'en fait leur site en travaux était public en réalité. Oui. Et donc moi j'ai publié Scoop. On n'était pas, pas des génies informatiques. Voilà. Et donc j'ai eu mon scoop avec la maquette de rue 89. Et ensuite on a suivi évidemment l'histoire de ce site internet. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que dans toutes les écoles de journalisme, on parle de ça, puisque le fait qu'un pure player se lance avec justement des têtes de gondole, si j'ose dire, des journalistes encartés, etc., mais qui ont déjà eu un succès dans d'autres médias et qui ensuite quittent ce média pour lancer un autre média, ça a été un modèle. C'était une première, oui, tout à fait. Et ce qui était assez excitant, je dois dire, c'était l'idée de défricher, c'est-à-dire de se lancer dans quelque chose qui n'existait pas, donc de créer. Je me souviens qu'on on travaillait avec un ingénieur informatique pendant les dernières semaines où on était encore à Libération en pré-départ, on avait rendez-vous dans un café à côté de Libé, donc le Café Crème, qui est juste derrière. Et on passait comme ça des heures tous les jours. Chacun regardait ce qui se passait dans le monde, d'Internet, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et on essayait d'avoir des idées sur ce qu'on pouvait faire sur notre site. Et moi, j'avais réalisé une chose que, là encore, ça semble des choses un peu naïves aujourd'hui, mais à un moment, on donnait libre cours à notre imagination. Donc on disait, l'internaute, il va rentrer par là, il va sortir par là, il va commenter ici, il va cliquer là, etc. Et lui prenait des notes, et à un moment, on s'est dit, mais il nous dit jamais non. Et on s'est dit, mais peut-être, est-ce qu'il comprend vraiment tout ce qu'on dit? C'est pas possible que tout soit possible. Et on s'est rendu compte, parce qu'un jour, il est arrivé avec la maquette du site et il y avait tout ce qu'on avait demandé. Et on s'est rendu compte qu'on était dans une phase, et je pense qu'on y est toujours, où la technologie permet de faire beaucoup plus de choses que notre propre imagination. Vous savez, quand Jules Verne invente le voyage sur la Lune, on n'est pas capable d'aller sur la Lune. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur la Lune, mais on n'y pense pas. Et on n'a pas encore développé cette capacité. La technologie permet de faire beaucoup plus de choses que ce que notre petit cerveau humain permet de faire. Et c'était cette phase comme ça où on a découvert tout d'un coup qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'était une période assez passionnante qui nous a obligés aussi à essuyer les plâtres, c'est-à-dire que nous, on avait un site participatif, ouvert, les commentaires étaient libres, etc. On était dans cette période un peu rêvée de l'Internet vertueux, où les espaces de liberté s'ouvraient et ça allait être le bonheur et la fraternité sur Terre. Et tout d'un coup, on a vu les haters les complotistes, les racistes, les porteurs de haine, etc. Tout le monde s'est engouffré dans cette brèche et on s'est retrouvé avec un site qui était devenu ingérable parce que nous, on ne voulait pas en plus se transformer en censeur. Donc, on passait notre temps à discuter, mais est-ce que ce commentaire-là, il faut le supprimer, il ne faut pas le supprimer? C'était devenu un truc obsessionnel et ça a été un enfer parce qu'on n'était pas préparé à ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a tout ça sur Internet. Il y a 20 ans, on ne le savait pas et on a été, on a été les premiers à en subir le contre-coup. Nos internautes, en plus, les fidèles de rue 89 nous disaient « Mais pourquoi il y a autant de commentaires racistes sur votre site, vous le faites exprès ?» On leur disait « Mais non, on n'arrive pas juste à écumer cette boue qui nous tombait dessus tous les jours. »
il y avait des sites d'extrême droite. Il y avait un site d'extrême droite qui s'appelait F de souche, Français de souche. Qui existe toujours malheureusement. Oui. Mais ils avaient une veille, c'était extraordinaire, parce que nous, on avait un système qui nous permettait de savoir d'où venaient les liens entrants. Bien sûr. Et donc, quand on mettait en ligne un article sur l'immigration, sur l'islam, sur je ne sais pas quoi, sur tous les sujets qui les font vibrer, ils signalaient sur leur site notre article en disant « allez-y ». Et on voyait tout d'un coup des liens entrants venant de F de souche et les commentaires racistes qui se mettaient à apparaître sous les articles. C'était un véritable enfer. Alors en parlant de journalisme, dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a ton histoire. Il est ton écrit à la passé. première personne. Il est écrit à la première Première fois de ma vie. Et justement, c'est parce qu'il est écrit à la première personne qu'avant de rentrer, je vais lire un passage très court, rassurez-vous, je voulais te demander comment est-ce que tu as conçu, entre guillemets, comment est-ce que tu as conçu ce livre? Parce que ce n'est pas, et ça c'est très important de le dire, ce n'est pas comme beaucoup de journalistes qui passent à la télé, à la radio, etc. Je télécharge mes chroniques, je les mets dans un InDesign et hop, je sors un bouquin. C'est absolument pas ça, c'est bien plus intéressant que ça. Donc quel a été ton processus de création? Je l'ai fait en 2 étapes parce que j'étais parti sur un premier projet qui était un retour sur des pays qui m'avaient marqué. Les 3 où j'ai été correspondant, donc Johannesburg, Jérusalem et Pékin. Et j'avais rajouté 2 autres pays, la Roumanie, parce que j'étais là-bas au moment de la chute de Ceausescu en 89-90, et la Tunisie, où je suis né et où il y avait eu la révolution. Et je m'étais dit, à travers ces 5 pays, je vais traiter des problématiques importantes de ce monde, que ce soit le Proche-Orient, l'émergence de la Chine, la démocratie dans le monde arabe, la fin du communisme en Europe, enfin bref, tous ces grands sujets qui ont habité le monde au cours des dernières décennies. Et mon idée, c'était de retourner dans chacun de ces 5 pays et d'aller retrouver des gens ou des lieux que j'avais connus à l'époque. Donc il y a 15 ans, 20 ans, 50 ans dans le cas de l'Afrique du Sud. Et je l'ai fait, j'ai fait les 5 voyages et j'ai ramené des histoires. Et en écrivant, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas un livre. Ça faisait 5 histoires et ça ne faisait pas un livre. Et donc ça m'avait un peu frustré. Je l'avais mis de côté, j'ai fait autre chose. Et puis, en discutant avec mon éditeur, avec des amis, avec des proches, on s'est rendu compte que ce que je n'arrivais pas à accepter, c'était l'idée que le fil conducteur de ça, c'était moi. C'était mon histoire. Et que si je ne l'écrivais pas à la première personne, ce livre n'avait pas de sens. Parce que pourquoi prendre ces 5 histoires? C'était un peu trop arbitraire et ça ne faisait pas un objet cohérent. Et donc, quand j'ai fait ce déclic dans ma tête, qui était l'idée d'accepter ça, le livre a complètement changé de nature, parce qu'il est devenu à la fois une plongée dans mes 50 ans de journalisme, parce que je me suis rendu compte, en fait, le déclic, il est venu dans le train, dans le TGV pour Bordeaux. J'étais invité par l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux, pour faire la conférence inaugurale de leur nouvelle année universitaire, il y a 2 ans. Et dans le train, je me disais, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça faisait 50 ans que j'étais journaliste. Que voilà, c'est pas rien. Et donc, je suis parti de ça. Et je suis parti d'un fait assez drôle qui était mon premier stage quand je suis sorti du CFJ. C'était à l'AFP. Et je faisais le résumé des infos du jour qui étaient envoyées en morse au bateau en mer. Wow. Donc j'avais un opérateur de morse à côté de moi et il tapait les résumés que je faisais. Sur les bateaux, c'était imprimé et comme ça, les passagers et les équipages pouvaient savoir ce qui se passait dans le monde, qui avait gagné la Coupe du Monde, qui était élu président des États-Unis ou des choses comme ça. Et donc, je m'étais dit, voilà, dans une vie de travail, je suis passé du morse à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et mon discours, c'était de dire il faut être flexible par rapport à la technologie, au format, etc. Mais il faut avoir une colonne vertébrale sur ce qu'on veut dire. L'important, c'est ce qu'on a envie de dire, c'est ce qu'on
transmet. C'est pas de savoir si on le transmet en morse ou en telex ou fax ou sur papier ou sur écran. Et c'était ça le truc. Et donc je suis parti de là. Et l'année dernière, je me suis arrêté 6 semaines pendant l'été. Je me suis enfermé pour essayer de l'écrire de cette manière, donc à la première personne. Et là, c'est sorti tout seul. C'est-à-dire que j'ai écrit d'une traite en 6 semaines ce livre. Et, Ça se voit. Ça se sent qui n'a rien à voir avec le projet initial, sauf qu'il y a encore les retours sur, puisque j'avais quand même cette matière que je n'avais pas utilisée, retour en Afrique du Sud, où j'ai retrouvé des gens que j'avais connus 50 ans plus tôt, que je n'avais pas vus pendant 50 ans. Et notamment un homme, et chaque histoire est assez... moi, elle me touche. Parce que tu parles de l'Afrique du Sud, je veux lire le début d'un passage et ça va pouvoir te permettre d'embrayer. Et de boire. Puisqu'on parle, et de boire, voilà. Puisqu'on parle d'école de journalisme, justement, je lis ce petit passage qui est en page 32. De retour à Paris, je m'inscris au concours d'entrée du Centre de formation des journalistes, CFJ, la principale école française située rue du Louvre. Le concours était alors ouvert aux simples bacheliers comme moi, là où il faut aujourd'hui un bac+3. Je ne me fais pas trop d'illusions et double cette tentative d'une inscription en histoire dont j'avais deviné à Zanzibar qu'elle détenait quelques clés de compréhension du monde contemporain. À ma grande surprise, je ne suis pas recalé tout de suite. Je suis admis à l'oral. Une examinatrice, par ailleurs rédactrice en chef dans un quotidien parisien, me dit son étonnement après avoir vu mes réponses au quiz d'actualité, qui était l'une des épreuves majeures de l'écrit. Un de ces marqueurs qui montre si l'information vous attire vraiment. Elle me demande comme j'ai pu ignorer qui était Anne Chopinet, alors qu'on avait parlé d'elle tout l'été. Anne Chopinet était la première femme sortie majeure de Polytechnique et elle avait fait les gros titres de la presse des journaux télévisés. Un peu penaud et pensant voir mon rêve s'évanouir, je lui ai répondu que j'avais passé l'été en Tanzanie et que j'avais pu rater certaines actualités. Son visage s'éclaira. Alors, parlez-moi de... Julius Nyerere, qui était le président de la Tanzanie. Voilà. Me lança-t-elle comme un défi. Si je n'avais pas su quoi répondre, elle aurait conclu à un manque d'intérêt, inapte au journalisme. Mais je savais tout sur Nyerere, de son parcours, de son socialisme Ujamaa, de ses projets de village collectif et bien sûr de son unification avec Zanzibar, dont j'avais raconté les convulsions avec des détails introuvables dans les livres d'histoire. Elle était bluffée. Par ce reportage improvisé, j'ai assuré mon admission à la plus prestigieuse des écoles de journalisme à l'époque. Donc là, ça montre que le quiz d'actualité sur une actualité entre guillemets française, finalement, tu l'as bluffé avec autre chose. J'ai eu la chance de tomber, l'examinatrice en question, je n'ai pas donné son nom parce que je n'ai jamais revu depuis 50 ans, c'était Arlette Marchal qui était à l'époque chef du service étranger du Figaro. Donc, évidemment, sur un sujet international, elle était plus sensible que l'aurait été un autre examinateur. Donc j'ai eu cette chance à la fois de savoir répondre à sa question, mais aussi de susciter son intérêt, puisque ça faisait partie de ces sujets. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est inoubliable, parce que quand vous êtes à l'oral d'un concours et qu'on vous dit « mais on ne comprend pas que vous ayez raté cette épreuve », tout d'un coup vous vous dites « oh, je suis nul et j'y arriverai pas et c'est fini, quoi. » Et finalement, bon, il y a eu ce coup du sort positif. Ce que j'avais passé, c'est ça la petite histoire aussi que je raconte, c'est que vous savez, parfois les destins ils sont aussi liés à des accidents heureux ou malheureux. En l'occurrence heureux, c'est que mes parents étaient divorcés et ma mère, quand j'ai eu mon bac, ma mère me dit, elle m'annonce deux choses. Elle me dit voilà, je vais me remarier, ça fait un choc. Et la deuxième chose, elle me dit j'épouse un Suédois et je vais vivre avec lui en Tanzanie. Donc c'est quelque chose d'assez... et donc je passe l'été, je vais voir ma mère en Tanzanie et mon beau-père que je ne connaissais pas. Et je me retrouve à Zanzibar, donc on est en 1972. Zanzibar, c'est une île
qui a appartenu pendant 5 siècles au sultanat d'Oman et qui est devenue indépendante, qui s'est unifiée au Tanganyika, pour former la Tanzanie. Et quand je suis arrivé, il y avait eu une sorte de coup d'État sur place 3 mois auparavant et le dictateur local avait été assassiné. Et donc les langues se déliaient. Et moi j'avais décidé de passer plusieurs jours alors que la plupart des touristes venaient le matin et repartaient le soir parce que les hôtels étaient meilleurs sur la côte. Et donc les commerçants me reconnaissaient dès le 2e jour et ils m'invitaient à prendre le café ou le thé. Et je me suis retrouvé dans des arrière-cours comme ça de commerçants arabes, indiens, puisqu'il y a une grosse communauté asiatique, et africains. Et chacun me racontait une histoire différente parce que leur vécu, leur mémoire, leur histoire familiale n'était pas la même. Et voilà, j'avais 18 ans, je trouvais ça incroyable. Et c'est là que en fait, j'ai découvert le reportage sans le savoir. Parce que Sur le terrain. Et je me disais, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Aller à l'autre bout du monde, écouter des histoires incroyables, contradictoires, essayer de donner du sens à tout ça à un lecteur qui, lui, est à 5 ou 10 000 kilomètres et n'aura peut-être jamais la chance ou la possibilité d'aller voir des situations comme ça. Donc c'est comme ça qu'est née mon envie de faire du journalisme de cette manière et aussi de travailler en Afrique puisque j'ai passé les 15 années suivantes d'abord 4 ans en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid pour l'AFP, puis ensuite je suis rentré à Libération en charge de la rubrique Afrique, donc j'ai continué pendant presque une décennie. Alors justement sur le journalisme, tu écris, c'est exactement ce que tu viens de dire en réalité, le journalisme m'a permis de donner du sens aussi bien au bouleversement dont j'étais le témoin dans mon enfance qu'aux soubresauts du monde que j'ai pris pour habitude de guetter et de poursuivre. Je ne m'en suis jamais lassé, surtout lorsque c'est l'imprévu qui surgit au coin de la route. Est-ce qu'il y a d'autres imprévus que tu peux nous raconter ? Albert Londres, notre père à tous, disait de manière, c'était assez drôle, je trouvais, l'absence de chance est une faute professionnelle. Et c'est une belle phrase. Et de ce point de vue, moi j'ai été assez gâté, je dois dire, parce que les 3 postes où j'ai été, je suis arrivé en Afrique du Sud le 1er juin 1976. Et le 16 juin, il y a eu le soulèvement de Soweto. Et si aujourd'hui vous refaites l'histoire, le compte à rebours vers la libération de Mandela, vous démarrez au 16 juin 1976. Donc moi je venais d'arriver, j'étais encore à l'hôtel, je connaissais rien à rien, j'avais 23 ans. Et tout d'un coup, je me retrouve sur un volcan en éruption qui ne s'est jamais arrêté. Il y a eu 300 morts, des gamins tués par la police dans les quelques jours qui ont suivi le 16 juin. Voilà, c'est ça que j'appelle l'imprévu, c'est-à-dire des choses, c'était pas ça qui était programmé. Mon 2e poste, c'était Jérusalem. J'arrive là-bas au mois d'août 1993. Et quand j'arrive, il y a un article dans la presse locale qui dit « Les journalistes étrangers s'emmerdent, il ne se passe plus rien dans cette région, c'est très calme, CNN réduit ses effectifs, un tel s'en va. » Enfin, voilà. Et moi, je me dis « Mais qu'est-ce que je suis arrivé ici j'ai fait l'erreur de ma vie d'arriver dans un endroit où il ne se passe rien. » Et un mois après, le 13 septembre 1993, Arafat et Rabin signent les accords d'Oslo à Washington et Arafat revient en terre de Palestine, etc. Enfin bref, les 2 années que j'ai passées là-bas étaient non-stop à la une des journaux parce que c'était des événements, ça a échoué, mais ça a été un moment crucial. Voilà. Et le 3e, c'est pareil, quand je suis parti en Chine, moi je suis parti en Chine parce que ça faisait 5 ans que j'étais chef du service étranger à Libé. C'est épuisant comme travail et j'avais envie de reprendre un poste, d'être sur le terrain. Et le seul qui avait l'air qui se libérait dans mon calendrier, c'était Pékin. Je n'avais pas d'appétence particulière pour la Chine, mais je m'étais dit, OK, ça sera intéressant. Et je me souviens d'un copain au journal qui me dit, mais t'es complètement cinglé, tout le monde va t'oublier à Pékin, la Chine c'est loin, c'est pas le top de l'actu, etc. Bon, moi j'avais dit, j'ai envie de reprendre du terrain, etc. Ça c'était en 2000. 2001,
la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce et la croissance part à 14%, 13-14%. Et la Chine d'aujourd'hui, elle est le fruit de ce qui s'est passé dans le début des années 2000. C'est-à-dire qu'elle a explosé économiquement, technologiquement, etc. Et pareil, j'ai passé 5 ans là-bas qui étaient incroyables et qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire que tout ça sont des événements que je ne suis pas parti là-bas en me disant la Chine va décoller, etc. Je suis parti là-bas parce que j'avais envie de refaire du terrain et tout d'un coup la Chine décolle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me retrouve dans un pays qui... donc je rentre dans la définition d'Albert Londres, la chance a joué un rôle dans ma vie. Alors justement, tu parles de Chine et d'imprévu. Je lis un paragraphe encore plus petit que tout à l'heure. Merci encore Gauthier pour la sono. Donc le paragraphe s'appelle « J'ai vraiment peur ». Flashback au printemps 2003. Au bureau de Libération à Pékin, nous recevons, ma collaboratrice He Yangping et moi, une lettre du Ningxia, oui. Ningxia, désolé pour l'accent, datée du 30 avril et signée d'une adolescente. Elle écrit en caractère chinois appliqué sur un papier de mauvaise qualité et s'adresse à sa tante He Yangping à travers elle et moi. Elle nous donne des nouvelles du SRAS, l'épidémie de coronavirus qui sévit ce printemps-là en Chine, puis passe à des considérations plus personnelles. Ouvrez les guillemets. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez votre papa et votre maman ? Je crois que votre réponse est sûrement que vous les aimez. Qui n'aime pas ses parents ? Il y a 1 an, j'ai perdu mon père. Depuis ce moment, je rêve tous les soirs d'être avec papa. Je l'ai vu dans un rêve. Il a dit qu'il pourrait revenir à la vie dans 1 an, à compter d'aujourd'hui. Mais tout cela est impossible. Dans mon cœur, je ne suis pas remise de la douleur de ne plus avoir mon père, mais une maladie nouvelle et peut-être aussi sur le point d'arriver. Je vais arrêter de lire la citation, mais est-ce que tu peux nous parler de cet événement ? En fait, c'est une histoire, là encore, les accidents heureux de la vie. Je suis dans cette province qui est la province la plus pauvre de Chine, qui s'appelle le Ningxia, qui est la plus petite aussi, qu'on connaît très mal, qui est peuplée, c'est une région autonome de musulmans chinois. Ce ne sont pas des Ouïghours, ce sont des Chinois convertis à l'islam à l'époque de la route de la soie. Donc il y a des siècles et des siècles, c'est une histoire très longue. Et je suis c'est une des régions les plus pauvres de Chine, et je suis avec un photographe qui va avoir une expo en France. J'ai vu ces photos qui m'avaient intéressé, donc je lui avais demandé de me servir de guide dans la région. Et on quitte un des villages qu'on avait visités, et une femme me remet 3 carnets et une lettre. Et donc on part avec ça, sans savoir ce que c'est. Et donc je demande à mon assistante, He Yangping, dont tu as cité le nom, de me traduire un peu ce qu'il y a dans ces carnets. Et quelques jours après, je lui demande, et elle me dit « Oh, c'est rien, c'est l'histoire d'une gamine qui ne peut pas aller à l'école. » Pour elle, c'était banal à l'époque. Et je lui dis « Mais dites-moi en plus, pourquoi on a reçu ces carnets ?» Et elle commence à me lire des passages. Et là, je découvre une langue incroyable, parce que la gamine de 14 ans qui a écrit ces textes raconte, c'est son journal en fait que sa mère m'a donné, elle raconte le parcours du combattant d'une fille de paysan pauvre qui veut aller à l'école. Et elle termine à chaque entrée où elle raconte ses histoires par « Un jour, je rendrai à mes parents le sacrifice qu'ils font pour moi, etc. » Et la lettre qui va avec, c'est la lettre que la fille a écrite à sa mère, qui lui a annoncé un jour « Il n'y a plus d'argent dans la famille, tu n'iras plus à l'école. » Et elle est désespérée, et elle dit à sa mère, dans la lettre, c'est incroyable, elle lui dit « Tu ne peux pas me faire ça, tu me condamnes à la misère. Même pour être paysan, il faut être éduqué aujourd'hui. » Et elle ajoute, c'est pas inintéressant, elle dit « Et quand je te demande pourquoi mes frères continueront à aller à l'école, tu me dis « Tu comprendras un jour. » Et donc, la mère, désespérée par la tristesse de sa fille, voit passer un étranger. Elle ne sait même pas que je suis journaliste, elle ne sait sans doute pas ce que c'est qu'un journaliste, parce que c'est une zone très reculée. Elle me donne ça comme on jette une bouteille à la mer. Et donc moi je lis ça, je me dis mais c'est quand même une histoire incroyable. Je décide d'y retourner, parce que je ne peux pas écrire sans avoir le fin mot de l'affaire. Je ne sais pas, je ne les ai pas, j'ai pas discuté avec eux.
Donc je retourne là-bas, c'est 1500 km de Pékin. Il faut prendre le train, la voiture et terminer les 3 derniers kilomètres en tracteur, tellement les pistes sont mauvaises. Et j'arrive, et là, quand la mère me voit, elle se met à pleurer parce qu'elle a compris que la bouteille à la mer est arrivée à bon port et que j'ai compris son désespoir. Et tout ça est une histoire assez miraculeuse. Autre élément, donc j'écris un reportage, ça devait être 2 pages dans l'IB, qui devait être publié, tenez-vous bien, le 12 septembre 2001. Donc le 11 septembre se passe ce qu'on sait. Évidemment, le lendemain, le papier saute, il n'est pas publié, il est mis sur le côté. Au frigo, voilà. Pendant 3 mois, tout le monde ne parle que de catastrophes, de terrorisme, de guerre, l'Afghanistan, le machin, etc. En janvier, Marie Guichou, qui s'occupait des pages magazines de Libération à l'époque, m'appelle à Pékin. Elle me dit, écoute, on en a soupé des tragédies, etc. On a regardé dans le frigo s'il n'y avait pas autre chose. On est tombé sur ton papier. Il nous a plu. Est-ce qu'il est toujours valable? Je lui ai dit, écoute, je ne vois pas comment la situation aurait pu changer dans cette région, mais je vais quand même vérifier. Donc je vérifie, évidemment, il ne s'était rien passé. Et donc le papier sort en janvier 2002. Et à ce moment-là, ça provoque un déferlement d'émotions, de soutien, les chèques qui arrivent pour permettre à cette fille d'aller à l'école, etc. Et on se retrouve avec tellement de dons qu'on décide, avec mon assistante, on a fait ça ensemble, de créer une association et de distribuer des bourses à des enfants de ce district défavorisé. Et à ce moment-là, il y a un éditeur qui m'appelle, donc ça devient un livre. Le livre est traduit dans 22 langues. Il est publié en Chine. Redis-nous son titre. Il s'appelle Le Journal de Mayan, M-A, plus loin, Y-A-N. Il rentre dans le système scolaire, il était au programme de 5e en France. Enfin bref, c'est une histoire. Ça. Et comme on distribuait des bourses, on recevait des tonnes de courriers, parce que notre adresse circulait, etc., d'enfants qui nous demandaient de les aider, parce que c'était une région très pauvre. Donc cette lettre que tu as citée nous arrive quelques mois après le début de cette affaire, de cette jeune fille qui nous dit, voilà, mon père est mort d'un cancer et ma mère vient de découvrir qu'elle a une tumeur. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça? Et elle dit, et si ma mère meurt, mon rêve d'éducation va disparaître, je vais devoir m'occuper de mes petits frères, etc. Elle avait 14 ans, elle avait le même âge que Mayan. Et donc, je devais retourner dans cette province, j'y suis allé une vingtaine de fois, parce qu'il fallait gérer ses bourses et tout ça. Et donc, je demande à la voir, parce qu'elle était dans le même collège que Mayan. J'étais dans le bureau du proviseur et entre une jeune fille qui me semblait très apprêtée avec des petites barrettes, etc., alors que les autres étaient plutôt débraillés. Voilà, c'est une région très pauvre. Et je me dis, bon, elle a exagéré, c'est la fille du chef, je ne sais pas, enfin, elle était trop bien sur elle pour ça. Elle m'emmène chez elle et là, la réalité était encore plus grave que ce qu'elle racontait. Sa mère, on avait l'impression que si on la touchait, elle s'écroulait. Il vivait dans une pièce de 2 mètres sur 2 qui était épicerie dans la journée pour vendre un peu de poudre à récurer et des bonbons. Et la nuit, il y avait 2 banquettes, une pour la mère et la fille et une pour les 2 frères. Enfin, c'était des gens qui étaient vraiment au bout du rouleau et la mère malade. Et donc, comme on avait cette association qui se structurait et qui avait aussi des branches en Italie, en Angleterre, enfin, c'était devenu un vrai truc. Il y a des étudiants anglais qui ont fait un événement dans leur université en Angleterre pour collecter de l'argent pour payer l'opération de la mère. Donc, la mère a été opérée. Et donc, dans la série des retours sûrs, je suis retourné dans cette province et je suis allé voir cette jeune fille de l'époque, devenue une jeune femme. Et donc, j'avais repris contact avec elle. Et j'arrive chez elle, je sonne, et c'est la mère qui m'ouvre la porte avec un sourire qui voulait dire, en gros, tu vois, je suis encore en vie, et grâce à toi, enfin, grâce à cette action de solidarité, etc. C'était extraordinaire. Et la fille, qui venait donc de ce milieu où elle n'avait aucune chance, mais vraiment aucune,
elle était devenue directrice d'un centre de formation, elle avait 15 personnes sous sa responsabilité, elle avait acheté son appartement, etc. Enfin, elle était rentrée dans la classe moyenne chinoise par effraction, puisque elle venait d'une région qui aurait dû attendre encore 20 ans pour en être là. Et, et c'était passionnant parce qu'elle me racontait toute cette histoire, et à un moment, elle me dit, parce que moi, tous ces jeunes me considéraient un peu comme leur deuxième père, parce que leur avais permis de faire des études par hasard. Et elle me dit, bon, il faut que je te dise toute la vérité. Et elle me dit, voilà, le seul point noir dans mon histoire, elle me dit, c'est que ma mère m'a forcé à me marier avec un garçon du village. Et elle avait fait ses études dans une autre ville, elle avait trouvé un boulot dans cette autre ville, et un jour sa mère la contacte par WeChat, qui est l'application, le WhatsApp chinois, et lui dit, est-ce que tu peux te connecter avec ce garçon du village qui voudrait te poser une question? Et au bout de 3 jours, elle comprend que sa mère a déjà dit oui au mariage, et elle n'a pas eu le choix, elle l'a épousé. Et je trouvais ça très intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul point noir de la vie de cette jeune fille, c'est pas le système chinois, c'est pas le parti communiste, c'est la tradition, c'est la tradition villageoise. Voilà. Et donc à un moment, je lui ai dit ce qui là aussi est clair sur d'autres choses, mais je lui ai dit, mais si toi tu as une fille un jour, est-ce que tu feras la même chose? Elle me dit, je veux pas d'enfant. Et en Chine, on sait qu'il y a un problème de natalité, la population est en train de baisser, etc. Voilà, c'est des histoires qui permettent d'aller de l'autre côté du miroir, quoi, de dépasser les apparences de ce qu'on peut voir quand on voyage dans un pays. Là, moi, j'ai eu la chance, par des histoires comme ça, d'entrer vraiment dans la vie sociale d'une famille humaine, etc. Et c'était une aventure, je dis dans le livre, je dis c'est peut-être la chose la plus significative que j'ai fait dans ma vie. Parce que C'est pas le livre que tu as vendu le plus par hasard? c'est aussi le livre que j'ai vendu le plus. Oui, avec toutes les éditions internationales, etc., on est à 1 million d'exemplaires. Donc c'est quelque chose. Et l'argent a servi à distribuer des bourses. Donc on a 80 diplômés de l'enseignement supérieur dans un district où personne n'avait eu le bac. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Alors d'ailleurs, ce genre d'action, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le journalisme d'impact, en fait. Mais au-delà, tu es allé au-delà du journalisme d'impact. Oui, alors, il y a un jour un étudiant journaliste qui m'a posé une question qui m'a troublé. Il m'a dit, mais vous avez changé la réalité que vous aviez décrite dans votre reportage. Et donc, est-ce que c'est plus du journalisme, voilà. Et ça m'a complètement dérouté, parce que moi, au contraire, j'avais le sentiment que pour une fois, j'ai pu rendre ce que je prends. Voilà. Quand on est journaliste et on vient raconter une histoire, on prend quelque chose, on prend un bout de la vie des gens pour la raconter, et on se donne bonne conscience en se disant je décris quelque chose d'abominable. Le fait de publier mon article va changer la réalité, parce que les autorités vont lire mon papier et vont changer Là, j'ai eu cette possibilité qui m'était offerte de changer moi-même cette réalité, en tout cas modestement. Et il me semblait impensable de me dire déontologiquement, je ne dois pas changer la réalité que j'ai décrite. C'est absurde. Voilà, je défends cette histoire bec et ongle. Et tu as bien raison. Alors justement, tu parlais, je promets qu'on n'a pas répété, Pierinski et moi, mais tu as fait un lien tout à l'heure vers le passage que je veux lire à nouveau. Le chapitre, pardon, s'appelle « L'aigle ou le dragon ». L'un des moments... Ah oui. Alors, je vais pas lire le début, je vais lire le paragraphe d'après pour vous demander là, à l'auditoire, si vous êtes capable de dire de quel événement il s'agit. Aussitôt, les Chinois autour de la table, tous de jeunes officiels, poussent des cris de joie, tandis que les invités étrangers dont je fais partie sont consternés. Nous ne savons encore rien de ce qui s'est passé, mais la première réaction de ces apparatchiks est de dire, je cite, « Notre pilote est vengé, 3 petits points.
5 mois plus tôt, en effet, un incident aérien en mer de Chine méridionale entre un avion espion américain et un jet chinois s'était terminé par la mort du pilote chinois, le premier militaire tué dans un face-à-face avec un Américain depuis la guerre de Corée un demi-siècle plus tôt. Est-ce que vous avez une idée de quel événement il s'agit? Le 11 septembre, Oui. exactement. Et donc, ce que dit Pieraski dans le paragraphe je peux le juste avant- raconter. Exactement, vas-y, raconte-le. En fait, le 11 septembre, ça s'est passé à New York à 8 h du matin, c'est-à-dire 8 h du soir à Pékin. Et moi, j'étais invité à dîner chez un rédacteur en chef de l'agence officielle chinoise. On était quelques journalistes étrangers invités ce soir-là. Et il habitait dans un immeuble de cadre du Parti communiste qui avait le câble et qui avait la télé de Hong Kong. Et au milieu du repas, quelqu'un l'appelle en lui disant « Branche-toi sur la télé de Hong Kong, il se passe un truc ». Et il se branche et on voit en direct le deuxième avion qui rentre dans les tours. Et c'est là que les Chinois qui étaient autour de la table se mettent à pousser des cris de joie. Nous, on était sidérés parce que personne ne comprenait ce qui se passait. On ne savait pas qui avait fait quoi, mais on savait que c'était une tragédie quand même, parce que voilà, il y allait y avoir des centaines, il y a eu plus de 3500 morts. Et eux étaient complètement obnubilés par leur affaire du pilote quelques mois plus tôt. Ils se disaient, c'est à leur tour de souffrir. Et c'était ça qui avait marqué. Mais là où l'histoire est intéressante, c'est que ce soir-là, donc au moment où ça s'est passé, aucun média chinois n'en parlait. C'était bloqué et il n'y avait pas encore Internet, donc les gens étaient dans l'ignorance complète. Il n'y avait que les gens du parti qui savaient, ceux qui avaient accès aux médias de Hong Kong. Et pendant 4 heures, il y a eu un blackout. Et à minuit, sort un communiqué du bureau politique du Parti communiste chinois qui dit « totale solidarité avec les États-Unis ». C'est-à-dire que pendant 4 heures, ils ont pris conscience que c'était une affaire d'une ampleur absolument exceptionnelle et qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur et que les Américains, à ce moment-là, jugeaient le reste du monde, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Et la Chine a eu l'intelligence, les dirigeants chinois ont eu l'intelligence d'aller à l'encontre de la réaction instinctive de leur cadre, et sans doute la leur aussi, et de prendre une décision politique qui a fait que les relations qui étaient très tendues depuis l'histoire de l'avion, en fait, se sont remises dans les rails et les Américains ont oublié les Chinois pendant les années suivantes parce qu'ils étaient trop pris par leur guerre en Afghanistan, en Irak, etc. Et c'est ce genre de moment où vous voyez comment fonctionne un système. C'était absolument passionnant, mais sur le plan humain, cette réaction des gens qui, voilà, dans ce contexte de l'incident aérien était assez forte. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que Donald Trump a complètement zappé cet épisode? Non, l'histoire a changé en fait. C'est que on était à une époque où les Américains pensaient, les Occidentaux en général, pensaient que l'enrichissement de la Chine allait produire un pays plus ouvert, apaisé, avec lequel on allait collaborer de manière en bonne intelligence, etc. Et la Chine est devenue, je racontais tout à l'heure, 2001, c'est l'entrée dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des dizaines de milliards de dollars d'investissement qui sont arrivés à cette époque. Et d'ailleurs, c'était un officiel chinois qui m'avait dit un jour qu'il s'en foutait que nous, on écrive des articles négatifs sur les droits de l'homme en Chine, etc. Parce qu'il m'avait sorti cette phrase un article négatif dans le New York Times n'a jamais empêché General Motors de mettre 1 milliard de plus dans son usine s'il considère qu'il y a un marché. Et c'était ce qui se passait. Et ce moment-là, il est passé parce que Xi Jinping, en arrivant au pouvoir en 2012, a d'abord complètement fermé le système politique et la Chine, d'usine du monde, dans cette mondialisation heureuse où on va là où c'est moins cher, etc. Et la Chine est devenue un rival et un concurrent. Et il s'est passé un truc en 2015 qui est le tournant, c'est que
la Chine a sorti un document qui était un plan qui s'appelle Chine 2025, dans lequel la Chine faisait la liste des 10 technologies dont elle voulait être le leader mondial. Il y avait l'IA, il y avait le quantique, la robotique, les biotechnologies, enfin tout ce qui compte dans ce siècle était... et les Américains ont un truc une sorte de syndrome, un traumatisme qui est ils ne peuvent pas accepter, ils ne veulent pas accepter d'être dépassés sur ce qu'on appelle les technologies de rupture par un autre pays qui est un rival politique. Et en fait, c'est le syndrome Spoutnik. On appelle ça le syndrome Spoutnik parce qu'en 1957, les Soviétiques envoient le premier engin en orbite autour de la Terre, ça traumatise les Américains. Le Spoutnik. Et les Américains ne savent pas à l'époque que les Soviétiques ont un coup d'avance dans l'industrie spatiale. Et ils créent 2 institutions, une qu'on connaît bien qui est la NASA, qui a fait le programme Apollo, qui a envoyé l'homme sur la Lune, etc. Et la deuxième, qui est moins connue, c'est la DARPA. Et la DARPA, qui a un budget de plusieurs milliards de dollars, c'est une institution dont la fonction est de veiller à ce que les États-Unis ne se laissent pas dépasser sur les technologies de pointe. Et lorsque les Chinois annoncent qu'ils vont être leaders mondiaux sur l'IA ou sur le quantique, la DARPA sonne le tocsin en disant « attention, danger ». Et 2015, c'est la fin d'Obama. Trump arrive après, et c'est Trump qui accélère sur la guerre technologique avec la Chine, qui met des dizaines, des centaines de sanctions. Les Chinois n'ont pas le droit, y compris encore aujourd'hui, d'acheter certaines puces Nvidia, d'aller sur le marché des capitaux américains pour l'intelligence artificielle, etc., etc. C'est Trump, numéro 1, qui commence ça. Biden continue, parce qu'il y a un consensus sur ce point. Et on est aujourd'hui, 10 ans après, à une situation qui est beaucoup plus complexe. Mais le tournant, c'est 2015. C'est 2012 sur le plan politique et 2015 où là, les Américains se raidissent tout d'un coup. Alors on avance dans le livre et il y a un passage où tu dis « Dans l'avion de retour de Washington, en février 2025, Emmanuel Macron nous disait avoir été frappé par le fait qu'au cours du déjeuner des 2 délégations, J.D. Vance n'avait parlé que d'un seul sujet, la régulation européenne sur le numérique, le Digital Services Act, DSA, le Digital Markets Act, l'IA Act. C'est l'ennemi à abattre pour la Silicon Valley qui compte bien sur sa proximité avec Donald Trump pour y parvenir. C'est le message de Peter Thiel, mentor de J.D. Vance. C'est celui de Mark Zuckerberg, le patron du géant Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, soit près de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, hier démocrate et qui, dans une volte-face sans phare, début 2025, demande à la nouvelle administration de l'aider à résister à la régulation européenne. Alors, on a été... moi, j'ai vu... Il se trouve que j'ai vécu aussi un truc un peu hallucinant où j'avais été, invité par effraction à un événement de Google en 2018 à Lisbonne, et où là, il y avait plein de rédacteurs en chef, etc., etc. Un gros événement où grosso modo, Google invite toute la presse, tous les rédacteurs en chef, les dirigeants, etc. Et le côté magique de cet événement, c'est qu'il faisait à l'entrée des gens, d'abord il réservait un hôtel entier pour cet événement, et ensuite, à l'entrée de tous ces directeurs, il leur faisait ce qu'on appelait signer un NDA, en disant « Vous avez le droit de dire ce que vous avez entendu, mais vous n'avez pas le droit de dire qui l'a dit. » Et en fait, quand vous faites signer ça aux gens, c'est absolument magique, tout le monde se lâche. Et du coup, des directeurs, des dirigeants, des PDG d'entreprises de presse disent des choses publiquement qu'ils n'auraient jamais dit, par exemple, à la presse, parce qu'ils savent que leur nom ne va pas être cité. Et dans un coin de la salle de chaque atelier, il y a qui ? Il y a des gens de Google qui notaient des choses, donc c'était un outil de veille absolument démentiel. Et lors de cet événement, il y a eu une réunion, et moi je me rappelle, j'étais à côté de la représentante de l'AFP qui, comme moi, était médusée. Moi j'ai brisé le silence par rapport à cet événement-là
il y a quelques années à Perugia, au Festival international du journalisme. Grosso modo, c'était au moment où l'Europe allait voter pour justement le DSA. Et Google, avec les dirigeants, Sundar Pichai qui était là, et qui a dit aux directeurs de journaux, il faudrait que vous militiez dans vos journaux pour Google contre le DSA. Et j'avais trouvé ça d'une vulgarité très américaine et à laquelle on n'était pas habitué. Et puis évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Oui, et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, tous ces dirigeants de la Silicon Valley, ils ont Trump. Et ils comptent sur Trump pour résister à ça. Et on voit bien que le bras de fer a commencé. Et pour moi, c'est un des tests majeurs pour l'Europe. C'est-à-dire que si l'Europe cède sur ça, elle est foutue. Elle sera vassalisée par les États-Unis d'une manière insupportable. Et donc, c'est un enjeu majeur. Et effectivement, Macron avait été très frappé par le fait que Vance, qui était au déjeuner, c'était la première visite de Macron à Washington en février 2025, Vance n'avait parlé que de ça. Aucun autre sujet ne l'intéressait, ni l'Ukraine, parce que le but du voyage, c'était de sensibiliser Trump à la question de l'Ukraine, etc. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. Et c'est marrant, c'est un chapitre où je parle pas mal de mes relations avec les présidents. Parce que ça fait partie de ce métier aussi de couvrir les visites présidentielles. Et donc moi j'ai eu la chance de couvrir... D'être dans les avions. D'être dans les avions et donc d'avoir des échanges principalement avec Mitterrand, Chirac et Macron. Les deux autres, Sarkozy, zéro. Et Hollande un petit peu, mais c'était l'époque de Rue 89, je ne voyageais pas, donc je n'ai pas eu ce type de situation. Mais avec Macron, c'est intéressant parce que je raconte du off, que voilà, il y a prescription maintenant, c'est bientôt la fin. mais parce que Macron, il y a un côté qui est assez troublant, c'est qu'il est à l'écoute, mais il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'il n'en fait qu'à sa tête. C'est déroutant parce que Mitterrand, par exemple, il n'écoutait pas. Il n'en avait rien à foutre de votre avis. C'était un empereur, c'était un monarque. Et donc, vous étiez là parce que vous faisiez partie du paysage et qu'il faut bien qu'il y ait des journalistes. Et il vous lâchait des choses comme si vous étiez à la cour de Versailles. C'était vraiment un monarque, Mitterrand. Chirac était beaucoup plus... aura des pâquerettes, il aimait bien discuter, etc. Et Macron, c'est autre chose, c'est qu'il a un intérêt, il vous écoute. Et je raconte une scène qui m'a marqué. C'était il y a 2 ans, j'étais allé avec lui, je devais faire une interview de Macron dans l'avion du retour de Munich. Il était allé à la conférence sur la sécurité de Munich, on était 3 journalistes dans l'avion. Et donc la journée est très longue, on est à 23h dans l'avion du retour. Il s'assoit, voilà, la journée était épuisante, on était parti à 7h le matin de Paris. Il enlève sa cravate, on lui sert un scotch, il connaît les journalistes, donc il est en confiance, et il commence à parler et tout ça. Et à un moment, il nous dit « Je vais le mois prochain à Pékin pour demander au président Xi Jinping d'intervenir auprès de Poutine pour qu'il arrête la guerre en Ukraine. » Bon, et il sait que moi, je connais bien la Chine, parce que j'avais accompagné une première fois en Chine, et je suis assis en face de lui et je fais une grimace, quoi. Et il me dit « Pourquoi vous faites cette tête, vous n'y croyez pas ?» Je lui dis « Non. » Il me dit arrêtons l'interview 3 minutes, expliquez-nous pourquoi vous n'y croyez pas. Donc je lui explique, et là il se tourne vers son conseiller diplomatique et il lui dit tu vois, il dit la même chose que toi. et en fait, voilà, son conseiller diplomatique lui disait que ça ne marcherait pas, on avait les mêmes arguments, mais le mois suivant, il va à Pékin, il m'invite dans l'avion pour que j'assiste à son triomphe, qui n'a pas eu lieu évidemment, puisque la guerre continue et que Xi Jinping n'a pas bougé un petit doigt. Il ne t'a pas écouté au final, ni son conseiller. Il n'a écouté personne, parce que ce que j'explique, c'est que Macron, il a une tête qui fait du billard à 14 bandes en permanence. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, qu'il a une capacité de séduction, une capacité de conviction plus forte que tout le monde, et c'est ça qui lui joue des tours, parce qu'il est brillant, c'est incontestable, et à l'arrivée, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qui cloche.
Mais c'est assez fascinant, cette mécanique. Alors moi, je voulais parler de la matinale de France Inter parce que je ne sais pas vous, les étudiants, si vous écoutez des matinales, si on vous oblige, j'espère, à en écouter. Mais en tous les cas, la matinale de France Inter, pour moi, je n'ai pas besoin de regarder l'heure puisque si Pieraski se met à parler, je sais qu'il est 8h17, etc., etc., etc. S'il est 8h50, ben, maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est Benjamin Duhamel. C'est Nicolas Demorand qui a dit dans une interview, la première fonction d'une matinale, c'est de donner l'heure. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se calent, effectivement. Calent Si c'est la météo, il faut que je parte, il faut que les enfants soient prêts. Il y a des gens qui me disent, qu'ils engueulent leurs enfants en disant « il y a Pieraski qui va parler et t'es pas prêt ». Je suis le grand méchant loup. Moi, j'ai pas fait une étude data sur les textes, puisque les chroniques de Pieraski sont évidemment sur le site de France Inter, de Radio France. Maintenant, c'est Radio France le site maître. Elles sont même en ligne avant d'être prononcées. Exactement, elles sont en ligne avant d'être prononcées, c'est-à-dire le texte de la chronique est publié et ensuite lu, entre guillemets, par Pieraski. Et c'est pour ça d'ailleurs que, alors il y a parfois, peut-être pas avec toi, mais des complotistes qui disent « Ah oui, mais le texte qui est en ligne n'est pas exactement celui qui a été prononcé ». Ben oui, gros bêta, évidemment, puisque en fait, le texte, c'est le texte qui a été préparé par Pieraski, mais après, en direct, on les voit d'ailleurs, si vous regardez, moi tous les matins, ce que je fais, c'est que je me mets, alors j'aime pas trop, je sais pas pourquoi Radio France a un partenariat avec Dailymotion, qui appartient à Vivendi, donc Bolloré, mais c'est comme ça. Donc, vaut mieux peut-être Vivendi, une boîte française, que YouTube. Donc, c'est avant, le player de la radio était sur YouTube. Maintenant, il est sur Dailymotion. Et donc, moi, ce que je fais tous les matins, parce que ça donne du off, en fait. Je me mets sur Dailymotion sur mon téléphone, je lance le direct de France Inter, et puis après, je le balance en AirPlay sur ma télé. Et l'air de rien, ça permet de voir des choses. Ça permet de voir, par exemple, Pieraski qui peut-être va aller raturer jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde, sa chronique. Vous allez voir Patrick Cohen qui, après avoir lâché, par exemple, son scud doublé d'un Exocet et d'un Patriote envers Rachida Dati, après va faire un mic drop en lâchant son stylo et regarder Benjamin Duhamel, etc. On voit ces choses-là. Donc sur la matinale de France Inter, j'arrête ma digression pour justement parler des chroniques. Moi, j'ai fait une recherche sur la chronique sur justement tes chroniques, le texte, en cherchant le mot ONU. Oui. Et là, je vais vous lire comme ça en vrac certains titres de chroniques que tu as écrites et que tu as données sur France Inter. En 2024, le 10 septembre, l'ONU se meurt d'impuissance et le monde regarde ailleurs. Le 21 janvier 2026, Donald Trump lance-t-il un potentiel rival des Nations Unies? Le 16 juillet 2019, on vient en arrière, l'ONU, quel succès? Point d'exclamation. Alors là, on peut se demander... Alors au début, quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas un titre ironique? Pas du tout, que nenni. Là, pourquoi l'ONU était une success story mondiale? D'abord, enfin là, tu parles de la FAO et des programmes alimentaires, etc. de l'ONU. Et puis, je continue. Le 23 juin 2020, triste 75e anniversaire pour les Nations Unies impuissantes. Le 29 janvier 2004, le retour de l'ONU, petite incise, l'ONU revient en Irak et pourrait bien y reprendre la main. Elle y revient à la demande des États-Unis qui avaient besoin d'elle, de la légitimité internationale qu'elle incarne par les chiites. 60% de la population irakienne menace depuis un mois d'entrer en rébellion, de plonger, autrement dit, tout le pays dans un véritable incontrôlable chaos. Et puis je vais finir par septembre 2019, et non pas 2026, avec ce titre-là de chronique, à l'ONU, la diplomatie cherche désespérément le chemin de la désescalade avec l'Iran. Donc ce titre-là de chronique pourrait malheureusement être écrit aujourd'hui ou pas? Non, il pourrait pas parce que l'ONU est hors course. Alors justement, ne pose pas ma question, s'il te plaît. C'est plus l'ONU. C'était ma question, mais appliquer ma question, ça ne va C'est pas. plus l'ONU qui cherche le chemin de la désescalade. Voilà, justement. Est-ce que tu peux nous dire, non pas ce que tu penses de l'ONU, mais ce que tu observes et qu'est-ce qui va, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer avec l'ONU demain?
En fait, cette succession de titres, c'est intéressant parce que je ne m'étais jamais posé la question comme ça. C'est mon propre désespoir avec l'ONU. C'est-à-dire que on assiste depuis des années maintenant à une perte d'influence, une perte de centralité de l'ONU. Moi, je me souviens d'une époque où, lorsqu'il y avait une réunion du Conseil de sécurité, il y avait une sorte de fièvre, on attendait, il y avait des batailles de diplomates autour d'un mot, d'un concept. On regardait les directs. Et voilà, et le vote était attendu et il avait une importance capitale. Aujourd'hui, franchement, tout le monde s'en fout parce que ça n'a strictement aucune importance, parce que les vétos des uns et des autres ont ruiné le crédit de l'ONU et qu'on a aujourd'hui des situations internationales dans lesquelles l'ONU n'a plus prise, n'a plus aucune prise. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est arrivé l'autre jour à Beyrouth. Ça n'a même pas fait une brève dans les journaux. Tout le monde s'en fout. C'est terrible. Donc l'ONU est hors course, peut-être temporairement. Le problème, c'est que l'ONU est l'incarnation du monde dont j'annonce la fin. C'est-à-dire que c'est quoi la fin du monde dont je parle, la fin d'un monde? C'est le monde de 1945. C'est le monde qui a été créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc avec l'ONU, avec tout ce tissu de droit international, de relations internationales, des institutions, le FMI, la Banque mondiale, etc., qui ont été créées, qui étaient contestées depuis des années par les pays du Sud qui disent en 1945, il y avait encore le monde colonial, donc on n'était pas autour de la table en 1945 et on n'y est toujours pas aujourd'hui, puisque les 5 membres permanents, ceux qui ont le droit de veto, c'est les mêmes qu'en 1945, c'est les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la contestation de la Chine et de la Russie en disant cet ordre mondial, il fait la part trop belle aux Américains et aux Occidentaux. Et là, ce qu'on n'attendait pas, c'est que tout d'un coup arrive un président américain, Trump, qui dit « mais moi aussi, je vais renverser la table. Et je vais remplacer tout ça par ma propre hégémonie, par ma seule puissance. » C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, c'est pour ça que la création de ce Conseil de la paix par Trump, qui est une vaste supercherie, a été vue à un moment comme un possible remplacement de l'ONU, parce que il y a certaines des caractéristiques de l'ONU, notamment des membres permanents, etc. Enfin, il y avait, mais sauf que les gens qui sont là sont cooptés, ou ils payent $1 milliard pour avoir un siège de membre permanent. Enfin, c'est du Trump tout craché et ça ne vaut rien. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? On est au milieu du gué, c'est-à-dire que le monde, soit les prédateurs, les empires renaissants gagnent, Trump, la Chine, la Russie, qui sont en train de se tester, d'essayer d'imposer des rapports de force et de voir qui l'emporte, soit ils gagnent, et le monde, en gros, tout le reste du monde est en coupe réglée par ces trois-là, par les gros, soit ils échouent, ce que j'espère, et on se met autour de la table et on crée un nouvel ordre mondial plus équitable qui sera la réforme qu'on n'a pas réussi à faire parce que c'est impossible de réformer l'ONU parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Cette réforme-là, elle est indispensable et c'est un peu l'idée qu'a évoqué le Premier ministre canadien en janvier à Davos. Il a fait un discours où il a fait une proposition qui était une alliance des puissances moyennes, c'est-à-dire voilà, des pays comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, qui sont des pays qui ont à la fois des populations considérables, qui ont une part aujourd'hui du PIB mondial importante, vont avoir droit au chapitre dans la redéfinition de cet ordre mondial. Et donc soit ça se fait en bonne intelligence, soit ça se fait de manière conflictuelle, parce qu'on est dans une période où tout se règle aujourd'hui par des conflits. Parce qu'il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus d'arbitres, il n'y a plus de lieux neutres comme les Nations Unies pour régler les problèmes. Alors, justement, tu me parles d'arbitre. Je vais me permettre de parler d'un sujet que je trouve un petit peu important parce que tu es journaliste. Tu passes à la télé parfois sur le service public. Et tu as été sur le grill comme plein d'autres. C'est une catastrophe.
Je vais lire le tweet d'un député À la commission. à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public Ouais. qui se passe toujours aujourd'hui. Et Pierre Aski a été auditionné le 21 janvier. Le 21 janvier 2026, et à côté de toi, il y avait des gens très bien. Alors, je crois qu'on l'a explicité tout à l'heure, mais je ne sais même pas si on l'a dit. Tu es président de Reporters sans frontières, ce qui n'est pas rien. Et puis, mais c'est pas toi qui, on va dire, qui agit, entre guillemets, tu représentes, on va dire. Je préside le conseil d'administration. Voilà, il préside le conseil d'administration. Mais à côté de toi, il y avait Thibaut Brutin qui lui, est le directeur général. Qui est le directeur général de Reporters sans frontières de RSF. Et il y avait d'autres personnes auditionnées ce jour-là. Et Charles Aloncle, député UDR, tout le monde sait avec qui vote UDR. Ciotti. Voilà, Ciotti, allié avec le RN à l'Assemblée nationale. Voici le contenu du tweet accompagné d'une vidéo. Vous êtes prêts ? Pierre Aski, président de Reporters sans frontières, virgule, ancien militant maoïste. Il a vraiment dit ça. Hein. Oui. A passé 26 ans au journal Libération avant de confonder le site d'information d'extrême gauche, rue 89. Point. Il intervient régulièrement comme chroniqueur géopolitique sur France Inter et dans Nouvel Obs, virgule, où il critique ouvertement des responsables politiques de droite à travers le monde. Pourtant, lors de son audition, il a choisi de tourner en dérision ma question relative à son parcours idéologique et aux garanties d'indépendance qu'il était en mesure d'apporter, affirmant que cet engagement n'avait rien porté atteinte à son impartialité à la tête de Reporters sans frontières. Donc, première chose, c'est pour un élément de contexte, pourquoi là, Charles Lalonde parle à l'imparfait ? Parce que cette commission d'enquête, à un moment, a été carrément interrompue. Il y a eu la présidente de l'Assemblée nationale qui a été saisie, puisque Charles Aloncle, avec ses équipes, faisait quelque chose qui n'avait jamais été fait en commission d'enquête, c'est-à-dire que le rapporteur, les équipes du rapporteur, faisaient ce qu'on appelle un live tweet, avec des extraits vidéo postés en direct, ce qui ne s'était jamais fait. Grosso modo, les commissions d'enquête, c'est quelque chose de sérieux. On discute, on interroge des gens, on les fait en plus en direct jurer qu'ils disent bien la vérité, puisque c'est sous serment que se font ces commissions d'enquête. Et là, il y avait des choses en direct. Alors, ça n'a pas plu à plein de gens. Et donc là, finalement, cette vidéo a été postée, entre guillemets, en différé. Et puis, ça, je vais vous dire mon avis à moi, c'est que Pierre Aski fait partie des gens, peut-être aussi avec d'autres personnes comme, rappelle-moi l'animateur de Questions pour un champion, ex-animateur de Questions pour un champion, son nom. Merci, Samuel Etienne, oui. Premier rang, bravo. Champion. Et donc Samuel est champion de Pierre Aski, c'est pas rien. Hein. Et Samuel Etienne, et toi, vous faites partie des gens, avec justement Thibaut Brutin, qui avait répondu, on va dire, assez vertement à Charles Aloncle. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu as été convoqué ? Et puis aussi, après, j'ai une question indiscrète. Est-ce que tu as reçu un questionnaire de la part des équipes de l'Assemblée ? Alors, en fait, ils ont convoqué RSF et normalement, c'est Thibaut qui va à ces auditions au Parlement, parce qu'on est convoqué sur plein de trucs. Et là, ils ont exigé que je vienne parce que j'ai la double casquette service public avec France Inter. Donc, c'était clair qu'ils voulaient me cuisiner là-dessus. Et normalement, ils envoient une sorte de trame du questionnaire. C'est ça. Personne ne l'a reçu, en fait. De vous de nous, on ne l'a jamais eu. Donc, peu importe, hein, moi, c'était pas très grave. Plus près de micro. Oui. Et quand il a commencé sur le maoïsme, c'est pour ça qu'il dit que j'ai ironisé, c'est que j'avais 15 ans. C'était après 68, dans un lycée parisien, c'était ceux qui n'étaient pas maoïstes ou trotskistes, voilà, c'était l'époque. Et ce qui était extraordinaire dans sa question, c'est qu'il avait commencé par mon maoïsme, ensuite il avait fait tout mon parcours dans la presse de gauche, etc. Et il avait terminé par le discours de Macron qui vantait le système de labellisation de RSF. Et donc, et donc je lui ai dit, mais bravo, parce que vous avez réussi à faire une ligne droite entre le maoïsme de mes 15 ans
et le président de la République. C'est-à-dire comme si c'était cohérent. Et le raccourci qu'il fait, c'est en gros le président de la République félicite les maoïstes pour la labellisation des médias. C'est QFD, quoi. C'est comme ça qu'on l'entendait. Donc j'avais ironisé là-dessus et ça ne lui a pas plu que j'ironise. Mais sa question était ridicule. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il poste les questions et pas les réponses. Et ensuite, il y a une députée... Là, il a posé ta réponse. Il a un petit bout. Mais il y a une députée RN qui a posé une question à son tour et qui a repris en disant, au début, je ne comprenais pas pourquoi. Elle dit, et donc vous étiez maoïste dans votre jeunesse, etc. Je dis, mais quel intérêt? On a déjà répondu là-dessus. Et en fait, elle n'a posté que sa question. Et sa question était une sorte de déclaration politique. Et donc, ça m'a énervé. Donc, j'ai mis sur son compte Twitter, j'ai dit, vous pourriez peut-être mettre la réponse aussi. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, on s'en fout de ta réponse. Ce qui est quand même ce qui résume pas mal incroyable. Voilà. L'exercice, voilà, à l'oncle, il n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de nous salir, de nous dénigrer, parce qu'en novembre et décembre, on a eu une grosse polémique à 2 reprises avec CNews, avec le groupe Bolloré. La première sur CNews à propos et l'Arcom s'en est mêlé. Enfin bref, ça a été un sac de nœuds pas possible. Et ensuite, il y a eu la déclaration de Macron sur la labellisation. Et tout d'un coup, c'est devenu le ministère de la Vérité, la Pravda, Pascal Praud s'en est emparé, etc. J'ai eu ma photo dans le JDD. Et je peux vous dire que quand vous avez votre photo dans le JDD, ce n'est pas un bon signe. C'est que vous êtes désigné comme une cible. Et que vous allez être harcelé. Et donc, on a eu des centaines de messages, d'insultes, etc., etc. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, hein, j'en ai encore. Et tout ça, c'est dérisoire. Franchement, c'est dérisoire. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que l'histoire du maoïsme, qui était censée me salir, mettre une étiquette voilà, péjorative, là, je croise régulièrement des gens qui ont regardé la vidéo et qui me disent « Ah, c'est vous le maoïste » en rigolant, quoi, parce que c'est tellement ridicule d'aller fouiller comme ça. Voilà. Bref, tout ça n'a qu'une importance très relative. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur quoi ça va déboucher. Moi, à l'oncle, je me suis dit, et je sais plus, je crois que c'est Thomas Legrand qui le lui a dit quand il a été auditionné, il lui a dit, mais si un jour vous êtes au pouvoir, on a de quoi se faire du souci. Parce qu'il a un petit côté McCarthy au petit pied, quoi, à la française. Voilà, c'est pas McCarthy, c'est à l'oncle. Et je pense que s'il est demain, si le RN est au pouvoir, il a déjà les listes des gens à purger des services publics, ça c'est clair. Hein. Notre sort est déjà... Alors après, il y a le président de la commission qui essaye toujours d'arrondir les angles et qui atténue les questions. Cette commission va rester dans les annales, je pense, comme un moment absurde. J'ai une question. Moi, j'ai eu cette phrase l'autre jour. Oui, on va terminer. Ouais. J'ai eu cette phrase l'autre jour en disant, mais est-ce que d'après toi, des étudiants en journalisme, alors attention, Marc Jarreau, le directeur de l'ISCPA et de l'EMI, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir dans nos écoles, hein, pas du tout. Mais si un étudiant en journalisme se coltine, c'est le mot, l'intégralité des auditions, est-ce que tu ne crois pas qu'il en a appris pas mal sur le journalisme? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que Charles Aloncle, il a assisté, grâce à vous, à plein de masterclass. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu ça? Oui et non. C'est vrai qu'il y a eu des moments, et je pense en particulier Patrick Cohen et Thomas Legrand, je pense que c'était des grands moments. Bah oui. Toi aussi. Oui. Bon, mais il y a eu aussi des moments absurdes ou franchement, il y a aussi la boue qui est remuée. Patrick Sébastien hier. Oui, voilà. Tout ça n'est pas glorieux. Mais je pense qu'effectivement, moi, si j'avais un conseil, regardez Patrick Cohen et Thomas Legrand, parce qu'il y a une masterclass de journalisme, c'est une bonne formule, dans ces 2 auditions. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu, parce que tu inaugures quelque part peut-être cette série d'entretiens. Donc, à côté ici, vous pouvez mettre vos économies et acheter le bouquin.
C'est nos amis de la librairie Litote en tête. Merci beaucoup Pierre. Merci. Merci à l'EMI, merci à l'ISCPA et merci à tous d'être là ce soir. À bientôt. Merci. Pierre.